Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui à Los Angeles pour une affaire très connue. C'est pourquoi j'ai hésité à la faire, mais certains d'entre vous m'ont encouragé à foncer et je les en remercie. C'est une affaire qui me passionne depuis toujours, alors je me fais plaisir. Les éléments que je vais relater sont le fruit de mes recherches et ne reflètent pas forcément ce que je pense de cette affaire. Voilà, c'est parti. Le 15 janvier 1947, Betty Bersinger passe avec sa petite fille de 3 ans, Anne, le long de l'avenue Norton à Los Angeles. Au loin, sur le terrain vague, elle aperçoit un mannequin qui a été jeté là. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un mannequin, mais bien d'un corps. Le corps supplicié de la jeune Elizabeth Short. Personne ne le sait à ce moment-là, mais cette découverte va bouleverser l'Amérique et le monde entier. Mais qui est la victime? Qu'a-t-elle bien pu faire pour être massacrée de la sorte? Je n'ai bien sûr pas la réponse à ces questions, mais je vais essayer de vous présenter les faits et les théories aussi farfelues soient-elles. Elizabeth Short, surnommée Bess, est née le 29 juillet 1924 dans le quartier de Hyde Park à Boston dans le Massachusetts. Elle est la troisième des 4 filles de Cleo Short et de son épouse Phoebe Mae Short. En 1927, la famille déménage à Portland dans le Maine, mais n'y reste pas longtemps et finit par se fixer à Medford à Boston. Le papa se lance dans la construction de terrains de golf miniatures et la maman s'occupe des filles et de la maison. Malheureusement, la société de Monsieur Short est mise en faillite par la Grande Dépression de 1929. Et en octobre 1930, le malheur continue à s'abattre sur la famille. La voiture du père d'Elizabeth est retrouvée sur le pont de Charlestown et il s'est probablement suicidé en se jetant à l'eau dans la rivière Charles. Phoebe doit donc trouver un travail car elle se retrouve seule pour élever ses enfants et elle finit par décrocher un emploi de comptable. Cet emploi est d'autant bienvenu que la petite Elizabeth a des soucis de santé. Elle souffre de violentes crises d'asthme et de bronchite chronique. Les médecins conseillent pour améliorer sa santé qu'elle change de climat. C'est pourquoi Elizabeth passe l'hiver chez des amis de la famille à Miami. Et voilà qu'arrive une lettre à la fin de 1942 qui va faire l'effet d'une bombe dans la famille Short. Elle provient de nul autre que Cléo, le père d'Elizabeth. Il avait simulé son suicide et s'était refait une nouvelle vie en Californie. Ni une ni deux, Elizabeth, qui a maintenant 18 ans, le rejoint à Vallejo. Mais la cohabitation ne se passe pas bien et Elizabeth déménage début 1943. Elle se trouve un emploi de vendeuse au camp Cook près de Lompoc et rencontre un sergent de l'Air Force. Celui-ci se montre violent avec elle et elle quitte Lompoc au milieu de l'année 1943, direction Santa Barbara. Elle n'y reste pas longtemps car elle est arrêtée le 23 septembre 1943 pour consommation d'alcool alors qu'elle est mineure et elle est renvoyée illico presto dans le Massachusetts. Mais Elizabeth est têtue et elle repart en Floride. C'est là qu'elle rencontre l'amour en la personne du major Matthew Michael Gordon Jr. qui fait partie de l'armée de l'air et qui lui propose le mariage. Il est malheureusement tué dans un accident d'avion le 10 août 1945. Retour à la case solitude pour la belle. En juillet 1946, elle part vers Los Angeles. Elle espère réaliser son rêve de devenir une star de cinéma. Elle a plusieurs petits amis pendant ce temps-là et elle est très limitée au niveau finance, à un point tel qu'elle ne peut se payer les services d'un dentiste alors que ses dents sont très abîmées. Pour avoir le magnifique sourire éclatant qu'on peut voir sur ses photos et faire craquer tous les hommes qu'elle rencontre, elle utilise un stratagème bon marché. Elle fait fondre des bougies blanches et récupère la cire pour boucher ses caries. En attendant de gagner des fortunes au cinéma, elle travaille comme serveuse et loue une chambre au Florentine Gardens, mais se retrouve rapidement à la rue. Et si vous avez vu ma vidéo sur Jean Spangler, vous allez vous dire drôle de hasard. Rappelez-vous, Jean avait travaillé comme danseuse dans cet endroit. Le 9 décembre 1946, Bess est en quelque sorte SDF. Elle fait la connaissance de Dorothy French qui travaille comme caissière dans le cinéma l'Aztec sur la 5e avenue. En fait, Bess ne sait pas où aller et elle reste là à défaut d'un domicile. Dorothy la prend en pitié et emmène Bess chez elle où elle vit avec sa maman et son frère. Mais la cohabitation est difficile. Elle ne devait durer qu'une nuit ou deux, mais elle s'éternise. Elle n'aide pas au ménage et ne participe pas aux frais d'épicerie, alors qu'elle a reçu 100 $ d'un de ses ex-petits amis, et elle ne cherche même pas un emploi. C'est là qu'elle se met à fréquenter Robert Red Manley. Problème, il est déjà marié. Le 9 janvier 1947, le couple illégitime revient d'une escapade à San Diego
et Red, selon ses dires, dépose Elizabeth à l'hôtel Biltmore au centre de Los Angeles. Elle a rendez-vous avec une de ses sœurs l'après-midi. Des employés de l'hôtel la voient téléphoner dans le hall et des témoins la voient peu de temps après au Crown Grill Cocktail Lounge à 60 mètres de l'hôtel. La prochaine fois qu'on la verra, elle sera morte sur un terrain vague. Nous revoilà donc le 15 janvier 1947. Le corps d'Elizabeth gît sur ce terrain situé dans le quartier de Leimert Park. Elle est découverte vers 10 heures du matin. Elle a été découpée en deux au niveau de la taille. Elle a été gravement mutilée. Son tueur s'est déchaîné. Son corps est complètement exsangue et soigneusement nettoyé. De nombreuses incisions sont présentes sur le corps. Son sein droit est quasiment tranché. Ses intestins sont retirés et placés sous ses fesses. Elle avait une rose tatouée sur la cuisse. Elle a été découpée par le tueur et introduite dans son intimité. Le meurtrier lui a gravé un sourire démesuré sur le visage, appelé le sourire de Glasgow. Son corps est mis en scène, les jambes sont écartées et ses coudes sont pliés à angle droit. Il l'a exposée dans cette position comme pour l'humilier. La seule trace de sang sur les lieux se trouve sur un sac en ciment, ce qui fait penser qu'elle a bien été tuée ailleurs. Le nom de la victime est totalement inconnu à ce moment-là de l'enquête car elle n'a aucun papier sur elle. Le corps est emporté pour l'autopsie. Il est temps car les badauds et les journalistes commencent à s'attrouper autour du terrain vague. En ce qui concerne les témoins, la seule personne qui a aperçu quelque chose dit avoir vu une berline noire près du terrain vague la nuit du 14 au 15 janvier. Le coroner situe la mort entre la soirée du 14 janvier et tôt le matin le 15. L'autopsie est pratiquée le 16. Les mains et les pieds de la malheureuse portent des marques de ligature ainsi que son cou. Une bonne partie des blessures ont été infligées de son vivant, mais fort heureusement, elle était décédée lorsque son bourreau l'a coupée en deux. La technique utilisée pour cette découpe est enseignée dans les écoles de médecine et s'appelle l'hémicorporectomie. Malgré les coups violents qu'elle a subis à la tête, elle n'a aucune fracture du crâne. Son canal anal est dilaté, mais il n'y a pas de liquide séminal et il y a des matières fécales dans son estomac. La difficulté avec tous ces traumatismes est de déterminer la cause du décès. Le coroner y parvient quand même et, officiellement, elle est morte des chocs au visage et à la tête ayant provoqué une hémorragie cérébrale associée à l'hémorragie provoquée par le sourire qui lui a mutilé le visage. Ses empreintes sont relevées et l'identité d'Elizabeth Short est enfin révélée par le FBI. Elle est fichée depuis son arrestation en 1943. Les journaux mettent à la une le meurtre en parlant de l'affaire du Dahlia noir. Mais d'où vient ce surnom donné à Elizabeth Short ? C'est assez flou en fait, il y a plusieurs théories. Certains disent que c'est les journalistes qui ont inventé ce nom parce qu'Elizabeth mettait des dahlias dans ses cheveux, parce que ses cheveux étaient noirs aussi. Mais il semblerait que le personnel d'une pharmacie de Long Beach a commencé à surnommer Elizabeth comme ça en 1946, en référence au Dahlia bleu, un film sorti cette année-là. Ce film parle d'ailleurs de l'assassinat d'une jeune femme. Était-ce prémonitoire ? Sur le site du FBI, il est dit que la première partie de ce nom, Black, lui a été donnée par la presse à cause de son penchant pour des tenues noires et transparentes. À cause de la brutalité de ce crime, les premiers articles parlaient du Werewolf Murder. Quelle que soit l'origine du pseudonyme Black Dahlia, il est efficace, car il est toujours connu autant d'années après les faits. L'attitude de certains journalistes sur cette affaire est particulièrement immonde. Ils sont au courant de son identité avant que la famille Short ne soit au courant de la tragédie. L'un d'entre eux qui travaille pour l'Examineur téléphone à Phoebe, la maman, en lui disant qu'Elizabeth a gagné un concours de beauté et il lui tire tous les renseignements qu'il peut avant d'annoncer à cette pauvre femme la mort de son enfant. Il va jusqu'à lui offrir le billet d'avion et l'hôtel à Los Angeles pour garder l'exclusivité de l'histoire. Le 21 janvier, un appel téléphonique est passé à l'Examineur. L'homme au bout du fil prétend être l'assassin et il félicite le rédacteur en chef de la couverture médiatique de l'affaire. Il promet d'envoyer des objets appartenant à Elizabeth par la poste pour prouver ses dires. Et c'est ce qu'il fait le 24 janvier. Une enveloppe contenant une lettre écrite avec des lettres découpées dans des journaux qui dit « Voici les affaires de Dahlia, lettre à suivre ». Il y a en plus de ce mot le certificat de naissance de Bess, des photos, des cartes de visite, des noms sur des morceaux de papier et un carnet d'adresses avec le nom Mark Hansen en relief sur la première page. Malheureusement, aucune empreinte ne peut être trouvée. L'inconnu a nettoyé l'enveloppe avec de l'essence, ne laissant aucune chance au FBI de trouver quoi que ce soit. Le même jour, des objets sont découverts sur une poubelle à 3 km du terrain vague où le corps a été découvert. Il s'agit d'un sac à main et d'une chaussure en daim noir. Ils sont identifiés par Robert Manley comme appartenant à la victime et ont eux aussi été imbibés d'essence.
Au vu des blessures presque chirurgicales infligées à Bess, les étudiants en médecine du coin sont interrogés mais sans résultat. Le 25 janvier, Elizabeth est enterrée. Le 26 janvier, un autre courrier arrive à l'examineur. Il y est écrit que le tueur se rendra à la police le mercredi 29 à 10 h et il donne l'adresse où le trouver à cette date. Et c'est signé Black Dahlia Avenger. Bien entendu, personne ne vient au rendez-vous. Et ce fameux mercredi à 13 h, une lettre arrive de nouveau à l'examineur où l'auteur dit qu'il a changé d'avis et que le meurtre de Dahlia était justifié. Les journalistes s'en donnent à cœur joie. Et tout et n'importe quoi est écrit sur la malheureuse. C'était une prostituée, c'était une lesbienne, une stripteaseuse. Elle était frigide, elle ne pouvait pas avoir de rapport à cause d'une maladie qui faisait qu'elle avait un appareil reproducteur de la taille de celui d'un enfant. À ce sujet, l'autopsie parle seulement d'un utérus un peu plus petit que la norme, mais tout devait bien fonctionner. Bref, tout et n'importe quoi est dit et les courriers d'aveu affluent dans les boîtes aux lettres des journaux. L'affaire passionne et les déséquilibrés sont à la fête. Pendant ce temps, la police a la pression. 750 enquêteurs du LAPD, 400 adjoints du shérif et 250 agents de la patrouille de l'État de Californie sont à la recherche de tout indice et du lieu où le crime a été commis. Où était Elizabeth entre le 9, la dernière fois où on l'a vue, et le 15, jour de la découverte de son corps? A-t-elle été séquestrée tout ce temps? Une récompense est offerte pour tout renseignement par le journal Mirror. Cette somme de l'époque correspond à un peu plus de 120 000 $ actuels, et cela attire encore plus de dénonciations fantaisistes. Le 14 mars, un tas de vêtements est découvert sur une plage au pied de Breeze Avenue à Venise. L'homme qui l'a découvert prévient la police car il a peur qu'il s'agisse des vêtements d'une personne qui s'est noyée. Une note se trouve dans une des poches et elle dit, je cite, « Acquis de droit, j'ai attendu que la police me capture pour le meurtre de Black Dahlia. Je suis trop lâche pour me rendre, c'est donc la meilleure solution pour moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Désolé Mary. » En ce qui concerne les vêtements, il y a un pantalon et un manteau de tweed bleu, un t-shirt marron et blanc, un short blanc, des chaussettes et des mocassins beiges. Le propriétaire de ces effets n'a jamais été identifié. L'un des premiers suspects est le petit ami qu'il a vu la dernière fois, Robert Red Manley. C'est un bel homme, grand et roux, d'où son surnom de Red. Il a 25 ans, est vendeur et joue du saxophone. Il est connu pour avoir des addictions stupéfiants. Il est marié avec Harriet et ils ont une petite fille de 4 mois. Mais il se pose beaucoup de questions sur cette union. Il rencontre Elizabeth et se dit que ce sera un test pour son mariage. Ils sont partis ensemble dans un hôtel de San Diego et, selon Red, ils n'ont fait que parler. Leur relation est restée platonique. Arrivé à Los Angeles, Bess demande à Red de la déposer à la gare routière d'ETLA Greyhound, où elle a déposé sa valise dans un casier, et ils se sont ensuite rendus à l'hôtel Biltmore, où elle a rendez-vous avec sa sœur Virginia. Plus tard, lors de l'enquête, Virginia, qui est interrogée, tombe des nues. Elle n'avait absolument pas rendez-vous avec Bess et se trouvait bien loin à Oakland. Red a laissé Bess dans le hall de l'hôtel et il est parti. Il ne change rien à son témoignage et nie toute implication dans la mort de Bess. Il passe au détecteur de mensonges 2 fois et réussit. Et en plus, il a un alibi solide. Harriet lui pardonne ces quelques jours passés avec Bess et ils reprennent leur vie. Malheureusement, la santé mentale de Red se dégrade et il finit par entendre des voix. Sa femme le fait interner à l'hôpital d'État de Patton en 1954 et il décède le 16 janvier 1986 d'une chute accidentelle. Joseph Dumais a 29 ans et est soldat dans le New Jersey. Il vient se dénoncer quelques semaines après le meurtre. Il avoue tout. La police n'y croit pas au vu de tous les fous furieux qui se dénoncent à longueur de journée, mais la presse aime cette théorie et en fait ses choux gras. Mais il est prouvé qu'il était à son poste dans le New Jersey au moment du meurtre. Il continuera malgré tout à dire toute sa vie qu'il était le tueur. Et bien sûr, la police s'intéresse à Mark Hansen, l'homme dont le nom apparaît sur le carnet d'adresse de Bess. C'est le propriétaire d'une boîte de nuit et Bess avait logé plusieurs fois dans une maison lui appartenant entre mai et octobre 1946. Fait intéressant, elle lui a passé un coup de téléphone depuis San Diego le 8 janvier, veille de sa disparition. Se sont-ils donné rendez-vous pour le lendemain? Nul ne le sait. Il a raconté plusieurs versions de la conversation qu'ils ont eue. Selon des témoins, Hansen avait tenté sans succès de séduire Bess en 1946 et elle l'avait repoussé. L'a-t-elle une nouvelle fois rejeté le 9 janvier et a-t-il craqué? Selon un détective à la retraite, Hansen, qui était originaire de Suède, aurait pu faire des études de médecine avant d'arriver aux États-Unis. En réalité, Hansen est originaire du Danemark, mais la théorie est tout aussi plausible.
Hansen organise des fêtes somptueuses où les chefs de la police sont invités, et voilà pourquoi il serait protégé. Tout cela est bien joli, mais il n'y a aucune preuve. Hansen est décédé en 1964 et n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Un autre personnage d'intérêt est Leslie Dwayne Dillon, né le 4 juillet 1921 en Oklahoma. Il travaille comme groom et tente de devenir écrivain. Avant, il était assistant de pompe funèbre. En octobre 1948, il entame une correspondance avec le docteur Paul de River, qui est psychiatre consultant pour la police. Dillon, qui vit en Floride à ce moment-là, a lu un article qui parle du meurtre de Bess, où de River donne son avis sur l'affaire, ce qui lui a donné envie de le contacter. Il explique au psychiatre qu'il est intéressé par le sadisme et les violences sexuelles. Et Dillon a même un suspect en vue, un de ses amis, Jeff Connor. Le psychiatre pense que ce Connor n'existe pas et que Dillon est le tueur, et il prévient la police. En décembre 1948, Dillon accepte de rencontrer de River à Las Vegas. Ils se sont ensuite rendus à San Francisco pour que de River rencontre le fameux Connor sans succès. Des agents du LAPD les suivaient discrètement et ont arrêté Dillon quand il a donné à de River des éléments de l'enquête inconnus du public, comme le tatouage de la rose découpée et placée dans le vagin d'Elizabeth. Et ils l'ont ramené à Los Angeles. Mais entre-temps, la police a trouvé le fameux Connor qui travaille comme homme d'entretien au studio Columbia, où Elizabeth traînait pour décrocher un rôle. Il est rapidement écarté de la liste des suspects. Quant à Dillon, personne n'est capable de dire où il se trouvait entre le 9 janvier et le 15, période durant laquelle Bess a disparu. Et il a des déclarations assez bizarres. Quand on lui demande pourquoi le tueur a coupé le corps en deux, il répond que c'est parce que le tueur voulait voir jusqu'où son pénis allait à l'intérieur du corps de la femme. Un grand malade, ce gars. Un autre détail pourrait le désigner. Il a travaillé dans une morgue et sait comment drainer un corps de son sang avec une simple coupure à la jambe et un tuyau. Malgré ça, il est innocenté. Il porte plainte contre l'État pour obtenir 100 000 $ de dommages, mais retire sa demande quand il apparaît qu'il était recherché à Santa Monica pour vol. Le fameux psychiatre de River a été vivement critiqué pour ses déductions erronées. En 2017, un livre appelé Black Dahlia Red Rose, écrit par Pew Whitwell, insiste sur la culpabilité de Dillon et prétend même qu'il a tué Bess sur ordre de Mark Hansen pour qui il travaillait. L'autrice écrit que le crime a eu lieu dans la chambre 3 du motel Aster. Selon elle, le propriétaire du motel aurait trouvé la chambre couverte de sang et de matière fécale le lendemain du meurtre. Il n'aurait pas osé prévenir les autorités car il avait lui-même eu des soucis de violence domestique et aurait eu peur d'être soupçonné. Il aurait donc nettoyé la chambre et se serait tu. Dans les années 90, Janice Knowlton affirme qu'elle a assisté au meurtre de Bess et que c'est son père, George Knowlton, qui est le coupable. Selon elle, ses souvenirs sont réapparus alors qu'elle faisait une thérapie contre la dépression. Son père aurait eu une liaison avec Bess et elle aurait fait une fausse couche dans leur garage où elle logeait. George l'aurait alors tuée dans ce même garage et aurait obligé Janice, qui n'avait que 10 ans à l'époque, à l'accompagner pour se débarrasser du corps. Toujours d'après Janice, Bess était une travailleuse du sexe et elle était aussi une proxénète pour un trafic d'enfants et son père trempait aussi dans ce trafic immonde. Il est décédé dans un accident de voiture en 1962. La police croit en une partie de ces affirmations et des fouilles sont entreprises dans les lieux où George a vécu mais rien n'a été trouvé. Janice est très active sur les forums qui parlent de l'affaire et écrit sur ceux-ci que George Odell est un bon suspect. Elle est un peu difficile à suivre, la fille. Elle a écrit un livre, Daddy was the Black Dahlia Killer, et elle s'est liée d'amitié, du moins sur un forum, avec Tamar, la fille de George Odell. Mais voilà, à force de critiquer les forces de l'ordre qui, selon elle, ne donnent pas assez de crédit à ces histoires, elle s'est fait bannir des forums. Le 5 mars 2004, elle est décédée d'une surdose de médicaments. La méthode utilisée par le tueur fait penser à un tueur en série qui n'a jamais été attrapé, le Cleveland Torso Murder, ou le boucher de Cleveland. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous fais un résumé. Entre 1934 et 1938, 13 corps mutilés sont découverts dans le quartier désolé de Kingsbury Run et ses environs directs. Les victimes sont majoritairement des hommes. Le tueur les a atrocement mutilés, les a drainés de leur sang et les a soigneusement nettoyés. Les mutilations font penser à une personne ayant des connaissances médicales. Le présumé tueur a écrit aux policiers et dans un de ses courriers, il dit être parti continuer son œuvre en Californie. Comme pour les victimes de Cleveland, Bess a été ligotée, torturée, drainée de son sang et lavée méticuleusement. Le principal suspect d'Elliot Ness quant à l'affaire du boucher de Cleveland est Francis Sweeney, qui est médecin mais rien n'a jamais été prouvé. Alors, est-ce le même tueur? Début des années 80, un suspect commun aux deux affaires ressort, Jack Anderson Wilson.
Le détective St. John était sur le point de l'arrêter pour l'interroger sur le meurtre de Bess, mais il est mort avant d'être appréhendé dans un incendie. Dans son livre « Severed », The True Story of the Black Dahlia Murder, sorti en 1994, George Gilmore appuie cette théorie. Il refait l'enquête et arrive à la conclusion que Wilson est le coupable. Il pense également que Wilson est le coupable dans l'affaire de Georgette Baudorf. Georgette a été étranglée et violée chez elle le 12 octobre 1944. Elle voulait aussi devenir actrice et venait d'emménager à West Hollywood. Ce rapprochement des deux affaires n'est que spéculatif. L'idée qu'une femme puisse être l'assassin traverse également l'esprit des enquêteurs. Comme des rumeurs ont dit que Bess était lesbienne, l'idée qu'une amoureuse et conduite puisse être vengée fait son chemin. Elle pourrait même expliquer la découpe du corps. La tueuse n'ayant pas assez de force, elle aurait découpé le corps pour faciliter le transport. Mais la voix au téléphone de la personne qui envoyait les objets de Bess était bien celle d'un homme. Dans son livre Black Dahlia Avenger, l'ancien policier Steve Odell dévoile son suspect favori qui n'est autre que son père, George Odell. Après le décès de celui-ci, il a mis de l'ordre dans ses affaires et a trouvé une photo d'une femme qui ressemble étrangement à Elizabeth. Il fait expertiser cette photo en la comparant avec une autre de Bess, mais l'expert affirme à 85% qu'il ne s'agit pas d'elle. Pour info, un autre expert la réexamine en 2014 avec des méthodes plus modernes et trouve par contre une concordance à 95%. Alors, qui est ce médecin à l'air si tranquille? George Hill Odell Jr. est né le 10 octobre 1907 à Los Angeles. Il est le fils unique d'une famille aisée et il est particulièrement intelligent. Il a un QI de 186. Un QI de 90 à 109 est la moyenne. Et un QI de 130 est considéré comme une intelligence très supérieure à la moyenne et concerne seulement 2,2% de la population. Imaginez ce que donne un QI de 186. Il est également un prodige de la musique et fait des études de médecine brillantes. Mais il a un problème, il saute absolument sur tout ce qui bouge et il met plusieurs femmes enceintes. Dans les années 30, il est marié avec Dorothy Anthony, avec qui il a une fille, Tamar. Il devient le chef du bureau d'hygiène sociale du comté, c'est-à-dire qu'il s'occupe des maladies vénériennes. À ce titre, il a des dossiers salaces sur des policiers et des personnes très influentes. Le voilà qui débarque dans les beaux quartiers de Los Angeles où il se passionne pour l'art et le surréalisme en particulier. Il côtoie des artistes en vogue tels que Man Ray, Henry Miller et John Huston. Il partage surtout avec eux des fêtes, de l'alcool et autres substances, et un intérêt certain pour le sadomasochisme et les écrits du marquis de Sade, ainsi que des orgies où les femmes sont interchangeables. D'ailleurs, il épouse l'ex-femme de John Huston, Dorothy Harvey, alors qu'il est toujours marié à Dorothy Anthony. Pour ne pas se tromper de Dorothy, il surnomme la numéro 2 Dorero. Début 1945, il achète la fameuse maison Sowden, où il emménage avec ses deux Dorothy, Tamar et les 3 enfants qu'il a eus avec Dorero, dont Steve. Parfois, une conjointe avec qui il a eu un enfant les rejoint et quelques maîtresses par-ci par-là. En plus de s'occuper des maladies vénériennes, il pratique dans le plus grand secret avec d'autres médecins des avortements illégaux. Et le premier scandale arrive le 9 mai 1945. La secrétaire de George, Ruth Spaulding, est retrouvée morte suite à une overdose de barbiturique. Odell est suspectée, mais quel serait le mobile? Certains disent qu'elle savait quelque chose à propos de la mort de Bess, mais celle-ci a eu lieu en 1947, 2 ans après la mort de Ruth. D'autres pensent qu'elle était la maîtresse du médecin et qu'il l'aurait laissée tomber. Elle se serait suicidée à cause du chagrin. Selon Steve, le mobile serait simplement l'argent. Ruth allait dévoiler les magouilles du médecin. Il découvrait des maladies imaginaires à certains patients et leur tarifiait des visites, des tests de laboratoire et des traitements tout à fait inutiles. Mais voilà, pas de preuve d'assassinat, affaire classée. Odell père part en Chine juste après ça et revient l'année suivante. En 1949, Tamar Odell porte plainte pour abus sexuels incestueux contre son père. Il est acquitté et on considère que Tamar cherche juste de l'attention, malgré le fait que des témoins affirment avoir assisté à l'agression. Mais elle raconte aussi d'autres choses. Son père serait le tueur de Bess. C'est à partir de là que le LAPD commence à se dire qu'en effet, il pourrait correspondre au tueur d'Elizabeth. Médecin et pervers, il a tout pour plaire. Des témoins affirment que Bess a fréquenté Odell à partir de 1946. Le fait qu'il est fan de surréalisme et un ami de Man Ray le désigne encore plus. La disposition du haut du corps de Bess fait penser à une photo du photographe appelé Minotaur. Il y a une autre œuvre de Man Ray qui pourrait avoir inspiré le tueur, À l'heure de l'Observatoire des amoureux, qui représente des lèvres démesurées.
Est-ce la raison du sourire de Glasgow gravé sur son visage? Est-ce une dédicace à son ami? En octobre 1949, son nom est dans un rapport officiel du grand jury comme l'un des 5 principaux suspects dans l'affaire. Mais comme l'enquête est en cours, il n'y a pas de procès. Sa résidence est placée sur écoute début 1950 et ces écoutes ne sont rendues publiques qu'en 2003, quand le fichier George Odell Black Dahlia est découvert dans les archives du bureau du procureur de Los Angeles. C'est dans ces écoutes qu'on entend le médecin dire « Supposons que j'ai tué le Dahlia noir. Ils ne peuvent pas le prouver maintenant. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire parce qu'elle est morte. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose de louche. Quoi qu'il en soit, ils l'ont peut-être compris. J'ai peut-être tué ma secrétaire. » Steve Odell soupçonne son père dans bien d'autres affaires. Il est vrai que dans les années 40, les décès de femmes s'accumulent autour de la maison Sowden. L'un de ces décès survenus après celui de Bess est d'ailleurs particulièrement intrigant, celui de Jane French. Née au Texas en 1902, elle étudie pour devenir infirmière et est passionnée par l'aviation, d'où son surnom d'infirmière volante. Au moment de sa mort, elle est mariée avec un pétrolier du Texas, Frank French, mais le couple bat de l'aile. Son corps dénudé est découvert à 8 heures du matin le 10 février 1947 dans un terrain vague près de Grandview Avenue et Indianapolis Street à West LA. Elle a été battue, son corps est couvert d'ecchymoses, elle a reçu de violents coups à la tête avec un objet métallique contondant, elle a été piétinée. Le décès est dû à une hémorragie et à un choc dû à des côtes fracturées. Sa mort a été longue et douloureuse, elle a lentement saigné à mort. Mais là où c'est étrange en plus d'être monstrueux, le tueur a écrit sur le corps avec du rouge à lèvres « Fuck you, BD » et Tex. Pour les enquêteurs et le public, BD égale Black Dahlia. Le tueur n'a jamais été identifié. Selon Steve, son père a tué 9 femmes avant de fuir le pays en mars 1950 et il serait revenu plusieurs fois discrètement de 1958 à 1988 pour commettre d'autres meurtres. Pendant un de ses séjours aux Philippines, un meurtre étrange a eu lieu à Manille. Le 28 mai 1967, le corps de Lucilla Lalu, 28 ans, est découvert découpé chirurgicalement et sans tête. Des morceaux de la malheureuse ont été disposés un peu partout. Les jambes coupées en 4, emballées dans un journal du 14 mai, sont déposées dans une poubelle et un jour plus tard, son torse et ses bras sont découverts près d'un pont, emballés dans un journal du 23 mai. Elle avait été congelée. Un homme a avoué, mais il s'est rapidement rétracté, ce crime reste toujours non résolu. Il le soupçonne aussi d'être le lipstick killer, ce qui ajouterait 3 victimes à son tableau de chasse. Un homme, Guillaume Herrens, a été condamné pour ses crimes. Il avait avoué, mais il s'était rétracté. Il semblerait que ses aveux avaient été faits suite à des brutalités policières. Steve a fait comparer l'écriture de son père avec celle sur l'enveloppe des courriers arrivés à l'examineur pour le Dahlia et avec l'écriture d'un message laissé par le lipstick killer, et il semblerait qu'elle soit assez semblable. Je vous en laisse juge. George revient définitivement aux États-Unis en 1990 et il décède en 1999 à l'âge de 91 ans. Il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. En 2018, Sandy Nichols trie les affaires de sa maman qui vient de décéder et elle trouve une lettre de son grand-père datant du 26 octobre 1949. Dans cette lettre, il reconnaît avoir été un informateur du LAPD et affirme que GH, comme il est appelé dans la lettre, est le tueur de Bess ainsi que de Louis Springer. Le problème, GH est protégé par la police et est donc passé entre les mailles du filet. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Jane Spangler, Steve a fait venir un chien détecteur de cadavres nommé Buster qui a réagi à plusieurs endroits de la propriété Sowden. La terre a été testée et confirme qu'il y a des traces spécifiques à de la décomposition humaine dans le sol et qu'il faudrait fouiller un peu plus loin. Mais la parcelle intéressante appartient à une autre personne à présent et elle ne souhaite pas que sa propriété soit fouillée. Steve Odell suspecte également son père d'être le tueur du Zodiac, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces différents tueurs, qui sont une seule et même personne si on croit Steve, aiment se faire remarquer en laissant des messages un peu partout et aiment attirer l'attention sur eux. Il y a eu beaucoup d'autres suspects, dont certains célèbres tels que Orson Welles, Woody Guthrie et Bugsy Siegel, et d'autres moins célèbres, mais personne n'a jamais été reconnu coupable avec certitude. Bess n'avait que 22 ans, des rêves plein la tête, et même si son début de vie fut un peu mouvementé, elle méritait qu'on lui laisse la chance de les concrétiser. En ce qui concerne les livres, films, jeux, il y a plein de choses qui sont sorties qui concernent le Dahlia noir. Donc moi je vais vous parler de quelques petites choses, dont les livres dont je vous ai parlé pendant la vidéo, entre autres.
Alors, il y a Le Dahlia Noir par James Ellroy qui est sorti en septembre 1987 aux USA et en mai 1988 pour la version française et qui a donné le film en 2006, Dahlia Noir par Brian De Palma. Alors il y a Severed, The True Story of the Black Dahlia par John Gilmore qui est sorti en décembre 1994. Il y a L'affaire du Dahlia Noir par Steve Odell sorti le 1er octobre 2004 pour la version française. Il y a aussi The Black Dahlia Files, The Mob, The Mogul and the Murder qui est sorti le 5 septembre en 2006. Il y a aussi le Black Dahlia Avenger 2 par Steve Odell sorti le 13 mars 2012, ainsi que le Black Dahlia Avenger 3 par Steve Odell toujours sorti le 31 mai 2018. Il y a le Black Dahlia Red Rose par Pew Whitwell sorti le 20 septembre 2018. Alors le 27 janvier 2019 commence aux USA la diffusion de la série I Am the Night, basée sur le livre de Fauna Odell, la petite fille de George Odell. Son livre s'appelle One Day She'll Darken, The Mysterious Beginning of Fauna Odell. Alors un petit détail, l'hôtel Biltmore a créé un cocktail Black Dahlia Martini. Alors il vous en coûtera 14$ si vous voulez goûter, plus le voyage. En 2011, la maison Givenchy sort le parfum Dahlia Noir. La marque le décrit comme un parfum entre ombre et lumière qui dépeint une femme forte et fragile à la fois. Et en 2012, il y a eu une exposition temporaire sur l'affaire au Los Angeles Police Museum. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.